VOA Afrique. Bienvenue à Washington Forum. Jacques Aristide avec vous, très content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons traiter de deux thèmes cette semaine, la crise des migrants en Europe et l'après-premier tour de l'élection présidentielle en Guinée. Un calme précaire dans les rues de Conakry après des heurts qui ont éclaté mardi. L'opposition estime que le scrutin de dimanche a été truqué, ce que rejette le pouvoir. Notre décryptage dans la première partie de Washington Forum et dans la seconde, reportage et analyse sur la crise migratoire en Europe, un défi pas facile à relever. Washington Forum. Nous sommes le jeudi 15 octobre 2015. Mille merci pour votre fidélité à la VOA. Dans quelques minutes, l'ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, Mamadi Condé, nous rejoindra pour nous faire un post-mortem du rendez-vous électoral du 11 octobre et nous dira à quoi faut-il s'attendre maintenant. Mais d'emblée, cap sur Conakry, la capitale, pour les derniers développements sur le terrain dans ce reportage de notre correspondant Zakaria Kamara. Le prochain président guinéen sera choisi parmi 8 candidats, dont le président sortant Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Des votants 46 934, nombre de bulletins nuls 4 456. Suffrage exprimé 42 400. Mercredi soir, la Commission électorale nationale indépendante a commencé la diffusion des premiers résultats partiels et provisoires. Dans les quartiers, l'attente est grande. L'opposition guinéenne conteste les résultats. Les adversaires de Alpha Condé dénoncent des fraudes massives et demandent l'annulation du scrutin. Nous n'avons pas d'autre recours, il n'y a pas d'institutions qui peuvent constituer des recours crédibles. Nous allons exercer nos droits, tous nos droits, pour faire prévaloir nos droits. Il faut que ça soit clair. Je ne veux pas pour l'instant exclure, pas du tout, au contraire, la manifestation. La mouvance présidentielle s'est dite satisfaite du déroulement de l'élection. Ses responsables défendent la validité du vote. Les dysfonctionnements à caractère technique qui ont émaillé partiellement le processus électoral n'entachent en rien la validité du scrutin. Le vote s'est déroulé dans le calme, mais des irrégularités ont été constatées pendant le processus. Il y a eu des problèmes ponctuels, pourtant généralisés, des retards dans l'ouverture, du matériel qui manquait, des procédures de vote qui se sont engagées lentement, mais qu'à la fin du compte, cela n'a pas empêché les électeurs à se présenter relativement en masse. Le gouvernement guinéen appelle les candidats à user des recours légaux et d'éviter toute forme d'incitation à la violence. Conakry, Zakaria Kamara pour Washington Forum. Notre ami et collègue Zakaria Kamara, merci bien. Comme promis, nous accueillons maintenant son Excellence, l'ambassadeur de la République de Guinée à Washington, Mamadi Condé. Bienvenue sur le plateau de Washington Forum. Merci beaucoup. Alors, les résultats du premier tour, nous l'avons entendu, de la présidentielle guinéenne tombent donc au compte-gouttes. Les premiers résultats partiels plaçaient nettement en tête hier soir le président sortant Alpha Condé. Mais avant même la publication de ces résultats, son principal rival, Cellou Dalein Diallo, a annoncé qu'il se retirerait du processus électoral. Monsieur l'ambassadeur, faut-il craindre pour la suite une crise post-électorale? Se profile-t-elle à l'horizon? Non, je ne le pense pas et je ne le souhaite pas non plus, Jacques. Dans la mesure où ce n'est dans l'intérêt de personne que d'appeler la violence dans ce pays. La Guinée vient de loin pour aboutir à ce processus-là. Nous sommes, si vous voulez, nous avons enfanté ce processus dans la douleur. Je crois qu'il faut entretenir cet élan démocratique. Et depuis le 11 octobre, le peuple de Guinée s'est prononcé. Et aujourd'hui, on est en train de dépouiller. Les résultats tombent, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il faut attendre la fin de la proclamation des résultats. S'il y a des griefs, les formuler. Il y a des voies de recours, comme la Constitution le prévoit, comme la loi le prévoit. Il y a la Cour constitutionnelle. Et il y a les observateurs qui ont observé ces élections. Je ne vois vraiment pas en quoi
on peut contester aujourd'hui ce que les uns et les autres disent. Oui. Alors la commission électorale, la fameuse CENI, a été vertement critiquée par différentes missions d'observation et par vous-même d'ailleurs. Je vais revenir à cela tout à l'heure en raison des problèmes de logistique et d'organisation survenus le jour du vote, des problèmes qui ont entraîné d'importants retards. La CENI a-t-elle fait preuve d'impréparation et de désorganisation totale, comme l'a dit Frank Engel de l'Union européenne? On l'a entendu tout à l'heure. Non, Jacques. Je pense qu'il y a quand même eu des avis des observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la Manoriva Union, des États-Unis, de la société civile et aussi des travailleurs, des jeunes, des femmes, ceux qui ont arpenté tout le pays ont donné leur avis. Je pense que la CENI, malgré quelques imperfections, comme les observateurs l'ont dit, ça ne remet nullement en cause la validité du scrutin. Tout le monde l'a dit. Et je crois que quand on voit l'engouement pour les urnes du peuple de Guinée, quand on voit la mobilisation du peuple de Guinée, on ne peut qu'être fier de ce résultat-là aujourd'hui dans les urnes. Il faut attendre la fin du dépouillement pour savoir qui a gagné. Et peut-être ce sera d'ici demain. Mais vous-même, je le disais tout à l'heure, vous avez demandé des comptes à la CENI. Non, c'est trop dire. Ça, je vous arrête. On n'a pas demandé de comptes à la CENI, plutôt. Lors de l'élection à Washington, il y a eu certes la perte des données de ceux qui ont été recensés en 2015. Mais c'est un mal commun. Parce qu'on a demandé aux uns et aux autres de ne pas voter par récépissé. Ces gens-là ont été empêchés également de voter par récépissé. Vous avez été sévère dans une interview que vous avez accordée à la VOA. Non, peut-être que j'aurais aimé j'aurais aimé que tous mes électeurs... Là, vous avez changé de langage. Non, pas de changer de langage. Est-ce que vous avez été rappelé à l'ordre par le gouvernement que vous représentez ici? Que tous mes électeurs aillent aux urnes pour voter. Mais ce jour-là, on s'est rendu compte à la publication de la liste électorale que ceux qui ont été recensés en 2015, les données n'ont pas été prises en compte parce qu'elles ne sont pas arrivées à la CENI. Il y a eu certainement mal-donne dans le transfert des données à partir de New York, pas à partir de Washington. Et nous avons demandé qu'il y ait des enquêtes là-dessus. Pourquoi mes électeurs ne se sont pas retrouvés sur la liste électorale? Des Guinéens, des États-Unis n'ont pas pu voter. Non, ils ont voté. Ils ont voté parce que c'est la liste 2010 qui a été reconduite. Donc tous ceux qui ont été recensés en 2010 ont eu la chance de voter. Mais ce sont les récépissés qui n'ont pas été autorisés à voter. Et ça, c'était malheureusement au détriment de tous ceux qui ont été enregistrés en 2015. Vous vous êtes entretenu avec la CENI, les bien responsables? Sûr, là-dessus, nous avons pris... Oui, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas faire, si vous voulez, un parti pris et ouvrir la boîte à Pandore en autorisant les électeurs de Washington de bénéficier du privilège de voter avec les récépissés. Un mal commun n'est pas un mal. C'est tout le monde qui a été frappé par la mesure. Et la majorité et l'opposition. Où est le problème? En tout cas, là, on sent le langage des diplomates qu'on n'a pas entendu à la radio la fois dernière. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Des données ont été égarées. On a cherché à les retrouver, à engager une enquête là-dessus. Il appartient à la CENI plus tard de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, je sais que ceux qui n'ont pas pu voter en 2015, parce que leur nom ne figurant pas sur la liste électorale, n'ont pas voté au même titre que ceux qui étaient détenteurs de récépissés. Alors, je vous propose maintenant d'écouter ce qu'avait à dire, vous défendez la CENI évidemment, à dire l'un des commissaires de la CENI, Maxime Koivogi. Oui, très bien. J'avoue, j'ai eu une communication directe avec la CAMI et monsieur l'ambassadeur. C'était pratiquement le 10, donc la veille du scrutin, où j'ai exprimé, et je le réexprime, notre profond regret de constater que nous n'avons pas pu autoriser nos concitoyens de Washington de voter par récépissé. Comme l'ambassadeur l'a bien expliqué, les listes ne sont pas arrivées au site central pour donc les intégrer au fichier. Ils sont restés avec les récépissés et leur nom n'a pas pu être intégré au fichier national. Donc, ils n'ont pas reçu de carte d'électeur, qui est l'unique pièce qu'on présente dans le bureau de vote pour procéder à son choix entre les candidats. Évidemment, c'est fort regrettable. Parlant même de ce que M. l'ambassadeur disait de mains invisibles dans pareilles choses, on est quand même, je dirais, dans les leçons à tirer et dans les dispositions de corrections à prendre. Nous serons amenés à mettre concrètement ces situations qui ne méritent pas d'être retrouvées ou rencontrées dans le processus.
Maxime Koivogui de la commission électorale guinéenne participait hier soir à notre émission interactive animée par Eric Manirakiza. Cela dit, les 7 candidats rivaux du président Condé ont dénoncé une mascarade électorale et avaient déjà réclamé l'annulation de ce premier tour. Toutes ces accusations contre la CENI ajoutent-elles de l'eau au moulin de ses opposants, monsieur l'ambassadeur? Non, écoutez, Jacques, moi je pense que franchement, il faut être honnête. Vous avez vu les déclarations des observateurs internationaux. Quel intérêt ils ont d'être complaisants à l'égard de la Guinée? Pour quelle raison? À l'égard du gouvernement? Si c'est pas bon, ils auraient dit c'est pas bon. Mais s'ils ont dit que les imperfections constatées n'annulent en rien la validité au scrutin, où est le problème? Je pense qu'il faut attendre et faire des remarques qu'on a adressées à qui de droit. Et c'est la Cour constitutionnelle. Je pense que certainement d'aucuns ont certainement pris le devant en ayant peur de l'ouragan Alpha certainement dans les urnes. C'est ce que je vois. Et maintenant, voyons ce qu'en pensent nos Facebookers. Benoît Magbo de Lomé, Togo. Élection en Afrique, une comédie qui coûte cher. Tierno Ousmane Abba de Conakry. Les forces politiques devraient privilégier les voies légales. La Cour constitutionnelle, comme vient de le dire M. l'ambassadeur, étant la seule habilité à juger les contentieux électoraux. Mais force est de reconnaître que cette institution n'inspire plus confiance. Je conseillerais aux opposants de rester calmes et de préparer les prochaines échéances électorales. Vous permettez, j'ai juste une réaction là-dessus. Oui. Vous savez, l'affaire de CENI, c'est un organe indépendant. Ce sont les partis politiques qui ont exigé que la CENI soit choisie par les partis politiques. Je me rappelle d'ailleurs, le président de la République, le président Alpha Condé, avait demandé une CENI technique, ce qui nous aurait mis certainement à l'abri de toute interprétation. Mais ce sont ceux-là qui ont refusé. Voilà. Aujourd'hui, ils sont pris à leur propre jeu. Mais maintenant que le principal rival du président sortant se retire du processus électoral, mais pourquoi il se retire? Ce qui fait que... Il s'inscrit pour être candidat. Il a fait campagne en arpentant tout le pays, sans problème. Il est parti voter, sans problème. Et l'élection s'est passée dans le calme et dans la sérénité, sans problème. Pourquoi il se retire? C'est peut-être qu'il a vu venir les résultats. C'est peut-être en anticipant. C'est ce que moi je comprends. Sinon, on aurait dû attendre que le défoulement ait lieu, en suivant les réactions des observateurs et aussi adresser les recours à qui de droit, à la Cour constitutionnelle, comme je le disais tantôt, et comme un de vos auditeurs le signalait. Et je crois que c'est ça la démocratie. On ne peut pas inventer l'eau chaude, Jacques. La démocratie a ses règles, on ne peut pas sortir. On ne peut pas se faire justice soi-même. Il y a quand même la loi. Rien ne vaut que la loi. Elle s'applique à tout le monde. Elle est à tout le monde, c'est pour tout le monde. Je voudrais parler de cet article publié dans le quotidien américain US News and World Report, article de Peter Pham, directeur de l'Africa Center du think tank Atlantic Council. En fait, vous allez aimer peut-être ce qu'il dit dans cet article. Pour lui, il faut s'intéresser à cette échéance électorale en Guinée, car c'est un pays clé pour maintenir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Alors, monsieur l'ambassadeur, pourquoi la communauté internationale, qui a tant de crises à régler dans le monde, doit-elle accorder son attention à la Guinée? Non, vous savez, en Afrique, toute élection est occasion d'attention. Ce n'est pas la Guinée seule. Ce n'est pas non plus un monopole à la Guinée. Je pense qu'aujourd'hui, les leaders guinéens doivent être conscients d'une chose. Il ne faut pas sacrifier le devenir de cette nation sur l'autel des ambitions personnelles. Il faut arrêter. La Guinée vient de loin. Il est hors de question aujourd'hui de remettre tout ça en cause. Il faut préserver l'unité. Rien ne vaut que ça. Vous savez, Jacques, je vais vous dire une chose. La paix, elle est très facile à détruire, mais très difficile à construire. Mais en cette période électorale, dans cette région de l'Afrique, bientôt Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, est-ce que la Guinée peut prétendre être un exemple? Non, la Guinée sera toujours l'exemple. Elle a toujours donné l'exemple. Depuis 1958. Vous savez, les Guinéens, ils vont s'opposer, mais arrive à un moment, ils se retrouvent en frères. Et je crois que c'est cet esprit qu'il faut vraiment solliciter et demander aujourd'hui. Je suis sûr qu'ils reviendront encore autour de la table, ils discuteront entre frères, parce que tout le monde a conscience d'une chose, il faut préserver la paix dans ce pays. Il faut préserver la paix dans ce pays. C'est dans l'intérêt de tout le monde. La violence n'est pas une règle de conquête du pouvoir. Voilà. En deux mots, parce qu'on va clore cette tranche sur la Guinée, en deux mots, quel est votre appel à vos concitoyens, aux Guinéens de Washington et ailleurs? Vous savez,
Mon cher ami, moi je pense que l'appel que je lance, c'est la retenue. La démocratie repose sur des règles simples. C'est franchement la tolérance et la compréhension de l'autre. Je suis sûr et certain que les uns et les autres se retrouveront, ils discuteront, ils s'entendront et ils arriveront à faire de ce pays-là un exemple encore une fois. Nous nous retrouverons, nous parlerons le langage de frères. Les élections sont terminées, les résultats seront connus et je pense de votre plateau, je lance cet appel à tous les Guinéens, le président élu, que nous soyons tous mobilisés derrière lui pour construire cette nation. La Guinée a besoin de paix, de bonheur. Et je suis sûr et certain que tout un chacun aujourd'hui aspire à la paix dans ce pays-là. Il ne faut pas en ajouter plus. Personne ne doit se draper dans son habit de va-t-en-guerre pour allumer le feu. Ce n'est dans l'intérêt de personne. La violence n'est le monopole pour personne. La violence n'est pas une règle de conduite et n'est pas une conseillère. Voilà pour notre suivi de la situation en Guinée. Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de rester avec nous. Après la pause, nous aborderons la crise des migrants en Europe. À venir, des reportages de l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pinault, qui nous attend à Calais, en France. Merci d'être toujours avec nous dans Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Notre gros plan maintenant sur la crise migratoire en Europe. Nicolas Pinault, envoyé spécial de VOA Afrique, nous rejoint en direct de Calais en France. Nicolas, vous êtes allé à la rencontre de ces migrants africains qui ont effectué cette traversée périlleuse de la Méditerranée afin de rejoindre l'Europe. Vous-même, votre périple a débuté la semaine dernière en Italie. Racontez-nous ce dont vous avez été témoin. Oui, bonsoir Jacques, bonsoir à tous. En effet, vous l'avez dit, je me trouvais en Sicile la semaine dernière. Écoutez, chaque jour quasiment des centaines de migrants arrivent dans des bateaux européens qui les ont secourus, évidemment, en mer Méditerranée, très proche des côtes libyennes. Il faut savoir que 90% des personnes qui arrivent en Italie sont parties depuis la Libye. La majorité de ces personnes sont des migrants africains, notamment des Érythréens. Et ce qui frappe évidemment, c'est le nombre massif et continu de ces personnes qui arrivent sur le continent dans l'attente évidemment d'un jour meilleur. Beaucoup espèrent gagner l'Allemagne ou la Suède. Je vous propose de découvrir ce reportage. Chaque jour ou presque, le scénario se répète dans un port sicilien. Ce matin-là, à Messine, un navire norvégien débarque avec à son bord 239 migrants érythréens pour la plupart. Ils ont été secourus en mer dans des embarcations de fortune. Depuis le début de l'année, plus de 3000 migrants sont morts en tentant la traversée, ce qui fait de la Méditerranée la plus meurtrière du monde. C'est une mission difficile. Tout le monde est touché par ces jeunes enfants qui arrivent dans des bateaux de fortune et risquent leur vie. Ils voyagent depuis plusieurs jours, voire des semaines, avec de l'espoir. Ils sont juste épuisés. Les navires européens ont permis de faire baisser la mortalité, mais le voyage reste périlleux. En effet, les passeurs mettent peu d'essence et ne fournissent ni eau ni nourriture. Chacun se débrouille et tant pis pour les plus faibles qui devront résister pour survivre. Arrivés en Europe, le calvaire n'est pas fini, notamment pour les femmes nigérianes qui vont être contraintes de se prostituer dans les rues de Milan, Paris ou Berlin. Ce qu'il y a avec les Nigériens, c'est que leur situation est totalement différente de celle des autres migrants, parce qu'elles sont victimes d'un trafic humain qui consiste à les prostituer de force en Italie, en France et en Espagne. Arrivés sains et saufs sur le continent européen, les migrants subissent un examen médical et se font enregistrer auprès des autorités italiennes. C'est le début d'un nouveau long périple pour atteindre leurs rêves en Allemagne, en Suède ou en Grande-Bretagne. Un parcours semé d'embûches alors que l'hiver tombera bientôt sur l'Europe.
Depuis Catane, en Sicile, Nicolas Pinault, VOA Afrique. D'autres éléments à venir. Mamadi Condé, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, est toujours avec nous. Cette crise des migrants est évidemment un défi colossal pour l'Europe, mais nous venons de le voir, une bonne partie du problème vient du continent africain. Votre pays se sent-il concerné et quid de la responsabilité de l'Union africaine? Nous sommes solidaires parce que quand on voit aujourd'hui ces enfants qui meurent sur des radeaux en Méditerranée, ça fait mal. Ça fait mal. C'est des milliers de morts depuis combien d'années? Je crois qu'il faut chercher le mal à sa racine. C'est des questions de développement. Il faudrait peut-être que l'Afrique et l'Europe se retrouvent pour discuter sincèrement et profondément de cette question, pour voir comment prendre le taureau par les cornes, pour essayer d'envisager des mesures qui pourraient fixer ces migrants-là dans leur pays. Parce que vous savez, quand la situation économique est désastreuse dans le pays, les enfants n'ont autre recours que de voir le mirage que les médias européens projettent. Ils vont à la recherche du luxe, du bonheur. Ils se disent, chez nous ici maintenant c'est la désolation, il faut aller ailleurs chercher le bonheur. Et je crois que ce bonheur, il faut le créer. Il faut le créer dans nos pays pour fixer ces enfants-là. Je suis sûr et certain que c'est la solution. Il faut mettre plus d'investissement, il faut apporter plus d'écoles, plus de formation professionnelle, ce qui serait mature vraiment à fixer les enfants. Nicolas, nous entendons beaucoup parler de la route des Balkans, devenue un itinéraire de plus en plus emprunté par les migrants. Les routes migratoires ont-elles évolué au fil des années ? Jacques, la route des Balkans dont vous parlez concerne essentiellement les Syriens, les Irakiens qui fuient évidemment la guerre dans leur pays. Concernant les Africains, il y avait évidemment la route de Ceuta et Melilla et les bateaux qui étaient pris depuis la Mauritanie notamment et le Sénégal vers évidemment les Canaries espagnoles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons deux routes principales, une route ouest-africaine qui part généralement de Gambie, du Sénégal ou encore du Nigeria. Ces personnes vont rejoindre Bamako au Mali, puis la région de Gao avant de gagner le Niger, Niamey, Agadez. Ils franchissent la frontière au niveau de Saba, qui est une ville côté libyen de la frontière, et puis ils vont gagner Tripoli. De l'autre côté, les personnes originaires de la Corne de l'Afrique, on pense à l'Érythrée, on pense à l'Éthiopie, ces personnes vont traverser la frontière soudanaise, puis vont gagner la Libye à partir du Tchad, du Soudan ou encore de l'Égypte. Et là encore, le point final est Tripoli pour prendre les bateaux pour l'Europe. Ce voyage est très difficile. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un jeune Gambien de 16 ans que j'ai rencontré à Rome. Il s'agit de Moro Sané. Je ne souhaite pas même à mes ennemis de venir par cette voie. Si quelqu'un m'avait prévenu, je ne l'aurais pas fait. Dieu merci, j'ai traversé. Je vais toujours atteindre ma destination finale qui est la Suède. D'après l'Agence européenne de surveillance des frontières Frontex, plus de 710 000 migrants sont entrés dans l'Union européenne entre le 1er janvier et le 30 septembre. Nicolas, quel impact cette arrivée massive a-t-elle eu sur le camp de Calais ? Alors évidemment, cet afflux massif a un impact direct, Jacques. Actuellement, 4000 personnes s'entassent dans cette jungle calaisienne. On estime que ces personnes seront 7 à 8000 d'ici la fin de l'année, tant le flux est incessant. Car Jacques, la solution n'est toujours pas trouvée. La plupart de ces migrants veulent rejoindre l'Angleterre. Ils sont donc pris dans une impasse à Calais. J'ai pu en rencontrer certains. Je vous propose de suivre ce reportage. Les taches bleues ou blanches se comptent par centaines. Bienvenue dans la jungle, non barbare de ce bidonville où s'entassent déjà plus de 4000 personnes. Soudanais, Afghans ou Syriens, ils attendent de pouvoir gagner l'Angleterre, mais ils sont bloqués en France, dans la misère. Les conditions de vie ici à Calais, comme vous le voyez, sont vraiment déplorables. Les personnes vivent sous des bâches en plastique et la majorité des personnes qui sont ici parce qu'elles fuient des conflits ou fuient des persécutions. Tout le monde doit être traité avec dignité, avec humanité, réfugiés ou migrants. Qu'il semble loin le rêve anglais dans ces tentes balayées par le vent et le sable, les migrants tentent de survivre et de préparer l'hiver qui approche. C'est très dur de vivre ici. Le temps est très mauvais avec de la pluie. Il fait très froid, il y a du vent. Et leur attente devrait se prolonger puisque le port de Calais a été totalement sécurisé par des clôtures hautes de 3 mètres avec des fils barbelés. Les forces de police patrouillent en nombre dans ce secteur ainsi que sur Eurotunnel.
Chaque jour, les policiers tentent d'empêcher les migrants de se cacher dans les camions, direction l'Angleterre via le tunnel sous la Manche. Un dispositif musclé qui ne semble pas les dissuader. Des migrants sur l'autoroute, essayant, et on peut comprendre, c'est l'énergie du désespoir, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont fait des dizaines de milliers de kilomètres, ils sont arrivés ici, à 30 kilomètres du Royaume-Uni, et n'ont qu'un seul souhait, c'est s'y rendre, par quelque moyen que ce soit. Un centre de 1500 places doit être créé prochainement sur le site, insuffisant alors que la population de la jungle pourrait doubler d'ici la fin de l'année. Depuis Calais en France, Nicolas Pinault, VOA Afrique. Je vous propose maintenant deux des nombreux commentaires Facebook sur ce sujet. Rahabel Nantoumé de Mopti, Mali. Cette crise migratoire n'est que le résultat de l'échec de la politique européenne. Une politique mal appliquée car elle ne tient pas compte des réalités des pays et il s'étonne de voir les migrants débarquer. C'est tout à fait normal. Quand ça ne va pas chez toi, tu iras là où tu te sentirais en sécurité. Et Hyacinthe tweet de Lubumbashi, RD Congo, l'Union européenne n'a pas échoué. Elle fait face à la dure réalité des accords de Schengen ayant trait à la libre circulation. Un autre témoignage maintenant recueilli par Nicolas. Du désert jusqu'à Ajdabia, ils nous ont battus, ils ne nous ont jamais donné d'eau ni de nourriture. Nous étions au moins 32 ou 33 personnes par véhicule. C'était vraiment très difficile. Nicolas, l'Europe parviendra-t-elle à trouver une solution durable à cette crise ? Bon, pas facile, hein, Jacques, puisqu'évidemment, la solution se trouve d'abord dans les pays qui sont en crise, notamment en Syrie ou alors en Érythrée. Mais revenons sur les réseaux criminels qui, évidemment, sont derrière et qui se font beaucoup d'argent. Ces réseaux criminels n'ont pas intérêt à ce que la situation, évidemment, soit réglée. Il faut savoir que plusieurs milliers de dollars sont nécessaires pour pouvoir effectuer cette traversée. On voit mal comment l'Europe pourrait régler cette crise tant que les solutions ne sont pas trouvées dans les pays d'origine de ces migrants. Monsieur l'ambassadeur, très rapidement, l'Europe a-t-elle échoué dans sa réponse à ce phénomène sans précédent? Vous venez d'entendre les commentaires tout à l'heure. Je pense, Jacques, qu'il faudrait quand même une unanimité au sein de l'Union européenne. Les hésitations, au début, on a vu, entre l'Europe, au sein même de l'Union européenne, concernant le traitement à réserver justement à ces migrants. Je pense qu'il est fondamental aujourd'hui qu'on s'assied autour de la table, et l'Europe et les pays concernés pour discuter des voies et moyens susceptibles de faciliter la fixation de ces migrants dans leur propre pays. Et aussi de préserver la paix. Parce que quand la paix devient fragile, l'une des conséquences, c'est cela. Et je pense aussi que quand on a vu en Europe même un double traitement réservé aux migrants, il y a de quoi se poser des questions. Mais il faut lancer l'invite qu'un accueil plus humain soit réservé, n'est-ce pas, aux migrants, ce qui serait de nature à calmer un peu plus le jeu. Nicolas, on sait que donc vous travaillez sur cette série à la radio, sur le web. À quoi peut-on s'attendre maintenant? Qu'est-ce que vous nous préparez? Est-ce que vous allez parler de ces réseaux criminels qui tirent profit de ces migrants en quête d'une vie meilleure? Oui, tout à fait, puisque beaucoup, évidemment, de migrants nous en parlent, que ce soit des filières locales qui les aident à traverser les frontières, mais également les plus grands réseaux criminels. Un indice, Jacques, puisque certains migrants ont affirmé avoir été détenus par des hommes en armes se réclamant du groupe État islamique. Il y a donc matière à creuser. On invite tout le monde sur voaafrique.com. Voilà, merci bien. Merci à l'ambassadeur de la Guinée à Washington, Mamadi Condé, et à mon collègue Nicolas Pinault. Point final à ce numéro de Washington Forum. Merci à nos radios et télépartenaires, dont B1 TV à Kinshasa. Et bien évidemment, mais merci à vous, chers amis de la VOA. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à la semaine prochaine. Take care.